Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins pour l'autre actu du jour, votre info du quotidien, avec Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et Mathilde Terrier. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des aidants, c'est la 8e édition cette année. Et l'objectif de cette journée, c'est de mettre en lumière des gens qui ont décidé de se consacrer aux autres. Alors on ne parle pas de personnel soignant, mais de Français qui consacrent une partie de leur temps, mi-temps ou voire plein temps, à un proche. Il serait 11 millions d'aidants en France. Et vous, Mathilde, vous avez voulu savoir ce qu'était le quotidien d'un aidant. Vous avez passé une journée avec l'une d'entre eux. Oui, alors les aidants, vous savez, c'est par exemple une femme qui s'occupe de son conjoint qui a un cancer depuis des années, une mère qui s'occupe de son enfant handicapé, un mari qui va prendre en charge sa femme atteinte d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Amour d'Heineke, Tout à fait. mais en tout cas, Jean-Louis Trintignant, on pourrait le considérer comme un aidant. Oui. Donc en France, il serait 11 millions de Français à faire ça au quotidien ou sur une partie de leur temps. Et depuis la loi Adaptation de la société au vieillissement, ils ont un statut qui les reconnaît, qui leur donne le droit, par exemple, s'ils sont salariés, de pouvoir prendre quelques jours de congé pour s'occuper d'un proche. Par contre, ils ne sont toujours pas indemnisés. Ça reste du bénévolat quand on est aidant. Et pourtant, vous allez voir que c'est un boulot de dingue. C'est un dévouement extraordinaire. Alors, j'ai voulu justement savoir ce que ça voulait dire être aidant au quotidien. Alors, j'ai fait la rencontre de Céline. Elle a 46 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants, Anaïs, Ulysse et William. Et le petit dernier, William, il a 7 ans et demi et il a une maladie rare, c'est le syndrome de Prader-Willi. Alors, Prader-Willi, en France, 700 personnes seraient concernées par cette maladie. Elle présente plusieurs symptômes. D'abord, il y a un dérèglement hormonal qui fait que quand on est malade, on a tout le temps faim. On n'a pas de sentiment de satiété. Et si on ne contrôle pas drastiquement l'alimentation de la personne, eh bien, on va être en obésité, très vite une obésité morbide. Et puis, on ne gère pas non plus les émotions. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'énormes crises de colère et il y a aussi un problème de motricité et de développement. Donc ça demande une surveillance accrue, tous les jours, tout le temps. Alors Céline, elle m'avait donné rendez-vous chez elle en banlieue parisienne à Saint-Cloud. Je suis arrivée à 15h, William faisait la sieste et j'ai profité qu'il dormait pour demander à sa mère quand est-ce qu'elle avait décidé de se consacrer entièrement à son enfant. J'ai voulu me mettre à travailler aux 6 ans de mon second enfant et je suis tombée enceinte. Et comme je suis mariée avec un pilote de ligne, j'ai toujours voulu être le fil rouge à la maison. Et quand William est né, j'ai très très vite compris qu'il allait falloir que je sois très très présente à la maison pour conduire au mieux la famille et mon enfant porteur d'une maladie. Tout de suite, je suis montée sur mon vélo et j'ai baissé la tête et j'ai dit je vais foncer et je vais aider cet enfant. J'ai pas réfléchi. J'ai la possibilité de le faire. C'est vrai que j'ai toujours la chance de ne pas être obligée d'aller au travail. Pour moi, aider un enfant, c'est ma vie. Donc là, la question, elle ne s'est pas posée, quoi. Alors aujourd'hui, Céline, elle consacre 90% de son temps à son fils William. Et pourtant, son aide, sa présence au quotidien, elle n'est toujours pas reconnue par l'État. Il n'y a absolument aucune reconnaissance et je trouve ça très triste. Nous développons des compétences qui sont, au bout du compte, assez extraordinaires au niveau de l'organisation, au niveau de la patience et surtout de tout ce qu'on peut ressentir au contact de la société. Il faut vraiment penser la personne porteuse de handicap dans ce duo-là. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de l'aidant, on ne s'occupe pas de l'aider. Et ça, c'est très, très dommage. Comment ça se passe au quotidien ? Alors à 16h30, on était mercredi, William se réveille de sa sieste et j'en profite pour faire connaissance avec lui. Mais tu te réveilles hyper vite, William. Tu étais en train de faire dodo et je suis venue te réveiller et on dit bonjour à Mathilde. Alors Mathilde est journaliste, ça ressemble un peu à un docteur parce qu'elle pose des questions, mais tu dis exactement ce que tu veux, c'est pas un docteur. Tu vois, elle écoute, elle essaye de comprendre ce que tu vas dire. D'accord, donc là on va goûter. Ensuite, on va mettre le caleçon et le pantalon. On va se mettre ensuite les chaussures. Et on va partir. Oh, on va retrouver Robin et Ryan. Tu es content ?
Robin et Ryan, ce sont donc les chevaux que l'on doit aller voir dans le parc juste après le goûter. Oui, parce que la première demande de William quand il se lève, c'est de manger. Or, je vous le rappelle, le problème de cette maladie, c'est qu'on a tout le temps faim. William a 7 ans et demi et si sa mère n'avait pas drastiquement contrôlé son alimentation dès la naissance, aujourd'hui, il devrait se déplacer en fauteuil roulant. Tu veux ton goûter? Je sais que tu veux ton goûter. Et alors, est-ce que c'est bien l'heure de manger? Oui. Oui, on a le droit d'aller manger? Sympa. Allez, on y va. Alors, vous m'emmenez où? Alors, je vous emmène à la cuisine pour vous expliquer comment on gère l'alimentation pour William. Voilà, sur le frigo, nous avons une structure du repas qui nous a été éditée et calculée par une diététicienne qui nous suit depuis la naissance de William, qui explique ce que William doit exactement manger le matin, à la collation, le midi, au goûter et le soir. Et il ne faut pas en déroger. Les repas dans la journée, pour vous, c'est un des moments les plus compliqués à gérer? Absolument. Mentalement et physiquement, c'est compliqué. Donc il faut empêcher qu'il rentre dans la cuisine avant l'heure. Donc il faut faire diversion. Donc physiquement, ça peut être des combats. C'est beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'adore dormir et que je remercie Dieu d'avoir créé la nuit. On entend sa douleur quand même. Hein. On entend sa force aussi. Sa force, oui, mais... Et son engagement de tous les jours. Alors William, pour l'instant, on l'a pas trop entendu parce qu'il était un peu intimidé par le micro, mais on va l'entendre parce que William parle. Est-ce qu'il va à l'école, William? Alors William, il est allé à l'école jusqu'à ses 6 ans et maintenant, il est dans un IME, un institut médico-éducatif. Et quand j'étais chez lui, donc on était mercredi, donc le mercredi, il n'y va que le matin. Mais c'est vrai que comme c'est une maladie rare, il n'y a pas de structure vraiment adaptée à William. Alors en plus d'avoir tout le temps faim, l'autre difficulté avec cette maladie, ce sont les obsessions. C'est-à-dire que William, il pose toujours les mêmes questions, tout le temps, et il oublie la réponse. Mais dans l'instant, juste après. Pour bien qu'on se rende compte de ce que cela peut représenter au quotidien, je vais vous donner un exemple. J'étais dans la cuisine avec lui, il prenait son goûter, et il parlait avec sa mère de Robin et Ryan, les 2 chevaux qu'on devait aller voir dans le parc à côté dans quelques minutes. Eh bien, tout le temps, il lui redemandait où ils étaient. Maman, il se que Robin sont dans un autre enclos qui est là-bas. Oui. Ils sont où? William, je t'ai déjà répondu 3 fois. Maintenant, tu as la réponse dans ta tête. Voilà. Ils sont dans un autre enclos Oui, qui est là-bas ou à la ferme du piqueur. Oui, tu as raison. C'est derrière la ferme du piqueur. Ouais. Ils sont ici ou là-bas? C'est quoi vos techniques pour gérer Les obsessions, c'est poser la question à William pour que lui réintègre la réponse. Ou alors le 1, 2, 3, dire tu l'as dit 3 fois maintenant, on ne veut plus entendre cette question. Et puis sinon, dire quelque chose de très très drôle. Mais là, il faut que je sois très très en forme. Elle est incroyable cette femme. Elle est incroyable. Incroyable, hein. Alors, pour vivre au quotidien avec son fils, Céline, elle a dû mettre en place des systèmes. Et sur le chemin, pour aller voir les chevaux, Ryan et Robin, dans la voiture, j'ai demandé à Céline, mais comment elle faisait justement pour tenir? Il faut vraiment, à un moment donné, faire, c'est sûr, un retour sur soi, parce que ce n'est pas une vie normale. C'est ce que j'ai fait là pendant 2 ans. Je suis allée au burn-out en 2015. Et là, je me suis dit, je ne tiendrai pas. Il faut que j'accepte les mains tendues. Donc, je dois me mettre en situation pour moi aussi réussir à vivre. Il faut arriver à dépasser ça. Et il faut donc adapter les choses. Mais on peut faire beaucoup de pas, nous, les aidants. Mais en face, il faut absolument que la société fasse aussi des pas. Et c'est toute une question de représentation. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes en moi. Il y a la personne qui va être Céline, la femme, l'épouse, la maman des aînés. Et puis, il y a l'aidante. Et il faut absolument que j'arrive à les faire s'entendre, à les faire se rencontrer. Et je trouve que c'est le plus difficile. Elle a un recul sur elle. Et c'est pour ça que cette journée, elle est nécessaire, parce qu'elle permet d'en parler. 60% des aidants... La journée nationale des aidants. ...ne savent pas vers qui se tourner. Ils se sentent seuls, un peu isolés. Et Céline, elle l'a dit, elle est femme de pilote de ligne. Elle a la chance, entre guillemets... Elle a les moyens financiers. Elle a les moyens de pouvoir aider son fils sans avoir besoin de travailler. Ce qui n'est pas le cas de nombreux aidants. C'est pourquoi ce serait peut-être bien de se poser la question de la rémunération de ces personnes qui ont décidé de consacrer leur vie ou une partie de leur vie aux autres. Donc c'est la 8e édition cette année de la Journée nationale des aidants. Je vous rappelle qu'ils sont 11 millions d'aidants en France sont concernés. Europe